Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une nouvelle vidéo ensemble, celle-ci, pour essayer de voir ensemble comment organiser sa préparation à l'examen d'entrée à l'école des avocats, au CRFPA. Et je vais donc essayer de répondre à 5 questions qui m'ont été posées de manière très régulière sur les réseaux sociaux lorsque je vous ai interrogé. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux dont vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Et pour que le programme soit clair dès le début, je vais vous citer les 5 questions qui sont revenues le plus souvent lors de cette boîte à questions. La première question, c'est comment se motiver alors que c'est notre deuxième ou notre troisième tentative, c'est-à-dire en fait comment réussir à se remotiver alors qu'on sort peut-être d'une déception lors d'un passage précédent. La deuxième question, c'est quand faut-il commencer à réviser le CRFPA? Troisième question, c'est quand et comment réviser le grand oral et la culture juridique. D'accord? Donc on verra ensemble comment mettre en place un système de travail doux, régulier et qui portera ses fruits sur le long terme, je vous le garantis. Quatrième question, est-ce qu'il faut aller ou non au cours de l'IEJ? Cinquième question, quelle prépa choisir et peut-on réussir sans prépa? Je fusionnerai un petit peu ces deux questions. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai d'abord besoin de déconstruire avec vous un discours que j'entends de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux, qui est en fait un discours de la peur, qui tend à nourrir un sentiment de crainte chez vous. J'ai même pas envie de dire à le nourrir, c'est carrément de faire naître un sentiment de crainte chez vous qui va ensuite être effectivement régulièrement nourri, souvent par des gens qui ont en fait quelque chose à vous vendre. C'est-à-dire qu'ils vous vendent la maladie et le remède en même temps. Ça ne fait que leurs affaires, mais certainement pas les vôtres. D'accord? Donc véritablement, je crois qu'il faut avoir un peu de recul sur le discours autour de cet examen, comme autour de beaucoup de produits qui se vendent en ce moment autour des étudiants en droit. L'engagement qui est le mien depuis le début, c'est d'essayer de donner un maximum de contenu gratuit, précisément parce que lorsque moi je passais l'examen à l'époque, il n'y avait pas l'entraide qu'on peut retrouver aujourd'hui grâce à beaucoup de personnes saines sur les réseaux sociaux, grâce aussi aux différents professeurs dans les IEJ qui sont parfois plus impliqués qu'avant, ou les différents enseignants qu'on peut trouver aussi dans les préparations privées et qui vont chercher à accroître leur présence auprès des étudiants pour qu'il y ait un véritable accompagnement personnalisé. D'accord? Mais toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, peu importe le nombre d'abonnés qu'elles ont, ce nombre d'abonnés ne construit aucunement une légitimité. Donc si une personne vous vend une crainte et vous expose un produit miracle juste derrière, partez du principe que ce qu'on vous vend n'est pas quelque chose de véritablement utile et que seul vous seriez capable de vaincre cette épreuve. Parce que gardez bien une chose en tête, vous avez déjà, sans dépenser 1 euro, un arsenal d'outils qui vous permettra de réussir l'examen, qui est déjà très important. Vous avez, en principe, une inscription à l'IEJ. Alors, à la formation de l'IEJ ou pas, peu importe, vous trouverez toujours des enseignants bienveillants qui répondront à vos questions si vous les croisez dans les couloirs, etc. Vous aurez aussi des camarades avec qui vous pourrez former des groupes, avec qui vous allez travailler. Faites simplement attention à ce que ces camarades ne deviennent pas un environnement un petit peu anxiogène pour vous parce qu'ils sont de ceux qui mettent la pression pour se rassurer eux-mêmes. Et puis vous avez bien évidemment, pour ceux qui ont des prépas privés, les différents intervenants de vos prépas. Et puis au-delà de ça, vous avez bien évidemment beaucoup de personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui sont totalement dévouées à parler avec vous, à vous conseiller gratuitement, sans aucune contrepartie, simplement parce qu'ils ont envie de partager leur expérience. Je m'inclus dedans et je pense aussi, par exemple, à la commission tutorat de l'école des avocats de Lyon. Je pense aussi à Nina Potier, que vous retrouverez sous le pseudonyme Advocatus sur Instagram. Je pense aussi, même si ce n'est pas vraiment pour le CRFPA, mais ses conseils sont très pertinents et sa bienveillance est évidente, je pense à Maxime Doliveux du compte Destination Droit et Destination Culture. Et je vous mettrai évidemment
Normalement, ça devrait apparaître dans la vidéo, les références de leurs différents comptes Instagram et je vous engage à aller vers eux. Ils n'ont rien à vendre, rien d'autre, ils n'ont qu'à donner de la bienveillance. Le tutorat, la commission tutorat propose de vous accompagner toute l'année gratuitement. Moi, j'ai créé des groupes WhatsApp dans toutes les matières du CRFPA, un groupe aussi de motivation, de conseils. L'accès est évidemment gratuit. Vous êtes aujourd'hui plusieurs milliers sur ces groupes. Donc, je vais vous mettre encore une fois les liens en description. N'hésitez pas à venir, à poser toutes vos questions, à former des groupes entre vous pour travailler et faire en sorte que jamais vous ne puissiez vous retrouver seul dans cette épreuve, avoir une sensation de solitude dans cette épreuve d'endurance qui peut être longue et pénible. Donc, entourez-vous des bonnes personnes avec bienveillance, bien évidemment. Et on en parlera après quand il faudra traiter de la question des prépas. Vous pouvez réussir cet examen sans prépa, comme vous pouvez le réussir avec une prépa. L'important, c'est comment vous allez vous organiser pour réussir à obtenir le meilleur de vous-même. On va maintenant enchaîner sur la première question qui m'a été posée, qui, de mémoire, enfin, je regarde mon ordinateur, mais comment se motiver alors que on a finalement déjà eu un échec, entre guillemets, ou 2 échecs. Comme j'aime beaucoup le dire, je ne pense pas qu'il y ait véritablement d'échecs au CRFPA dès lors qu'on arrive à effectuer une véritable remise en question sur les raisons pour lesquelles nous n'avons pas réussi l'examen l'année précédente. Il faut, je crois, comprendre exactement ce qu'on aurait pu améliorer chez nous. On ne va pas se mentir, il y a évidemment des points que vous avez perdus de manière arbitraire, aléatoire, parce que vous avez été moins à l'aise sur ce sujet que sur un autre sujet, parce que peut-être qu'il y a, peut-être que vous étiez un petit peu trop habitué à une méthode de travail qui était celle de la prépa, celle d'un prof à l'IEJ, qui n'a pas forcément été celle de votre correcteur le jour J. Peut-être aussi, et ça je vous le garantis que c'est réel, le fait de composer chez vous tout l'été, en pyjama peut-être, ou en tout cas tranquillement à la maison, ça n'est pas la même chose que de composer le jour J. Alors allez consulter vos copies pour voir si la qualité de votre copie est celle dont vous vous rappelez quand vous repensez à votre copie. Parce que parfois, le stress du jour J fait que vous avez des mauvais réflexes, vous avez peut-être plus de fautes d'orthographe, peut-être qu'il y a des flous dans votre manière de rédiger et que votre copie n'est pas aussi claire, concise et complète que vous ne le pensiez. Et puis lors de cette correction des copies, vous pouvez évidemment aussi demander à la personne présente de compléter peut-être les observations dont on vous a fait part à l'écrit pour mieux comprendre. Et puis cette copie, vous pouvez aussi l'amener à vos professeurs de l'IEJ lors de votre tentative d'après, ou à vos professeurs dans une prépa, ou à votre tuteur hors prépa si vous en avez, pour essayer d'obtenir justement sa critique, voire même la montrer au groupe de travail que vous allez constituer pour voir s'ils ont la même lecture que vous sur le caractère clair, concis et complet de votre copie. D'accord? Donc véritablement, je crois que réussir à se remotiver, c'est d'abord repenser à ce qui nous motive à passer cet examen. Pourquoi vous passez le CRFPA? Pourquoi est-ce que vous vous infligez quelque part cet examen qui se veut être très sélectif et universitaire? Eh bien, c'est parce que l'objectif derrière la récompense, c'est elle qui guide vos 5 dernières années d'études et peut-être même vos longues années de travail pour ceux qui sont en reprise d'études et qui pensent depuis longtemps à devenir avocat et à passer cet examen. Donc gardez toujours cette motivation en tête, ce but en tête pour vous dire ok, le prix à payer est peut-être désagréable, mais j'accepte de le payer parce que derrière je me dirige vers une carrière longue et agréable dans le métier dont je rêve, dont en tout cas que j'ai envie d'exercer. Et en tout cas, pour vous donner mon témoignage, pour ma part, je l'ai passé 3 fois. Vous le savez, j'ai fait une vidéo à ce titre pour vous expliquer un peu les leçons que j'ai tirées de mes passages. Et je ne regrette absolument pas aujourd'hui d'avoir persévéré. Je suis très heureux dans mon exercice professionnel. Et tout ce que je vous souhaite, c'est de faire une vidéo dans quelques années où vous direz la même chose à vos successeurs et où vous le rassurerez, d'accord? Pareil, en parlant de ce marché de la peur, sur l'exercice de la profession. Il y a beaucoup de gens qui en sont très heureux. Croyez-moi, vous ne regretterez pas ce choix. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Ensuite, pour se motiver, eh bien, je crois qu'il faut faire la remise en question dont je vous parlais tout à l'heure parce qu'une fois qu'on se rend compte de tout ce sur quoi on peut travailler, pour aller chercher tous ces micro-points qu'on a perdus, ces demi-points, ces quarts de points qu'on a perdus et qu'on a compris comment réussir à aller les chercher, eh bien, vous allez comprendre qu'il y a encore du chemin à parcourir et que vous avez
trouver le chemin à parcourir et que vous allez suivre toute l'année. Et alors que vous avez une marge de progression certaine, que vous allez prendre ces nouveaux points et vous assurer la réussite parce que généralement, vous n'êtes pas très loin de la moyenne lorsque vous n'avez pas cet examen. Vous avez entre 6 et 10, alors effectivement, il y a plus ou moins de travail à faire, mais il y a beaucoup de personnes qui sont entre 8 et 10, entre 9 et 10, entre 9,5 et 10. Travailler, ça dépend de rien. Vous ne recommencez pas à zéro. N'allez surtout pas vous dire que vous recommencez à zéro. En réalité, vous poursuivez votre chemin. Ne faites pas l'erreur de croire que vous êtes dans un monde trop universitaire où la norme, c'est de réussir le CRFPA du premier coup et que si vous ne l'avez pas, en fait, c'est un redoublement où vous recommencez à zéro. C'est pas vrai. C'est pas du tout ça. Vous avez fait un parcours. Peut-être que vous n'avez fait que 70% du chemin. Et donc, quand on vous a évalué, on vous a dit ben non, vous n'êtes pas encore prêt, mais il ne vous reste que 30% du chemin. Ne vous tuez donc pas à la tâche. Remettez en question ce qu'il reste à acquérir. Travaillez pour faire ces 30% de chemin qu'il vous manquait et vous verrez qu'à la fin, vous ne le regretterez pas. Vous aurez cet examen, mais ne partez surtout pas du principe que vous recommencez à zéro. Non, vous continuez le chemin sur lequel vous vous étiez engagé. Tout le travail que vous avez fait, pour lequel vous dites « je ne comprends pas, j'ai travaillé comme un fou, je n'ai pas eu l'examen », c'est vrai, vous ne l'avez pas eu du premier coup, mais ce travail va payer à la deuxième ou à la troisième tentative, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc vraiment, ne vous démotivez jamais, restez focus, et si besoin, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire, on s'appellera. Je pense que ce n'est pas des témoins qui manquent pour attester que si vous avez besoin qu'on s'appelle, on s'appellera tôt le matin, tard le soir, ce n'est pas une difficulté. Comptez sur moi si besoin. Deuxième question, quand faut-il commencer à réviser? C'est une question qui est compliquée à traiter parce qu'il n'y a pas de moment où il faut commencer à réviser. On n'est pas tous égaux en parcours de révision, on n'est pas tous égaux en charge parallèle à la préparation de l'examen et on n'est pas tous égaux en capacité à apprendre. D'accord? Donc, si vous me posez la question, que vous êtes libre de toute contrainte parce que vous n'avez pas de job en parallèle de vos révisions, que vous avez fini vos études, vous avez votre master et que finalement vous n'avez que le CRFP à préparer, eh bien pourquoi pas commencer de suite? Pourquoi remettre à plus tard? D'accord? Parce que finalement tout ça, c'est finalement le programme du CRFPA, c'est un gros gâteau qu'il faut couper en parts de révision qu'on va manger au fur et à mesure. Et donc plus on remet à plus tard, plus la part est grosse, plus on risque l'indigestion, la fatigue, le burn-out. Et donc si vous avez la chance de pouvoir commencer tôt et doucement, commencez tôt et doucement. D'accord? Comme ça, vous aurez le temps de bien tout appréhender sur le plan méthodologique et sur le fond. Si en revanche, vous êtes maman, célibataire, que vous travaillez à côté et que vous n'avez pas la possibilité de vous y mettre tout de suite, vous comprenez bien que je ne vais pas vous expliquer qu'il faut que vous vous y mettiez tout de suite parce qu'il n'y a pas de méthode type. S'il y avait une seule méthode pour réussir cet examen, croyez-moi, il y a longtemps qu'il y aurait une personne mal intentionnée qui l'aurait mis dans un livre et qui vous l'aurait vendu sur Internet. Il n'y a pas de méthode. Tous ceux qui réussissent l'examen doivent avoir l'humilité d'expliquer aux autres qu'ils l'ont réussi avec une méthode, mais que ce n'est pas la seule méthode pour l'avoir. Il y a des gens qui vous expliqueront qu'ils ont réussi cet examen en le préparant en 3 semaines, en 1 mois, en 2 mois, en 6 mois, en 1 an, comme il y a des gens qui vous diront « je n'ai pas réussi cet examen en le préparant en 1 an, en 6 mois, en 2 semaines, en 1 semaine ». D'accord? Donc, avancez à votre rythme. La seule chose qui est importante, c'est de vous interroger. Comment est-ce que je vais pouvoir organiser l'absorption du programme? Si j'estime que mon temps d'absorption d'un chapitre, c'est 3, 4, 5, 6, 7 heures de travail, eh bien, je me dis que chaque soir, je vais travailler 1 heure toute l'année, par exemple. Ou que dans la semaine, je vais travailler 4 heures. Ou que dans la semaine, je vais travailler 30 heures. Ça dépend de votre emploi du temps à côté. L'idée, c'est qu'il y a forcément un moment dans votre préparation où vous allez un petit peu être plus intensif qu'avant. Et il faut qu'à ce moment-là, vous soyez un petit peu libéré de toutes les contraintes méthodologiques et qu'à la fin, vous ayez absorbé tout le programme. Voilà. Organisez-vous comme vous le pouvez, sans vous épuiser, de manière à ce que derrière, le jour J, vous puissiez être prêt et en forme. Parce que des gens qui sont prêts, mais épuisés et qui ratent l'examen, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui sont moins prêts que d'autres, mais qui sont plus en forme. Et donc, éveillés et lucides le jour J et qui arrivent à être donc plus clairs, plus concis, plus complets et qui réussissent l'examen. L'état d'esprit
votre forme intellectuelle et physique est capitale pour réussir cet examen. Je crois que la moitié des points se jouent au mental, parce que c'est grâce au mental qu'on fait la différence sur des détails. Donc il n'y a pas, pour résumer, de période pour commencer à réviser. Vous commencez à réviser dès que vous le pouvez, y compris par petite quantité. Commencer à réviser, ça ne veut pas dire tout mettre sur la table dès aujourd'hui. Ça veut aussi dire commencer très doucement, même à dose homéopathique. Troisième question, quand et comment réviser le grand oral et la culture juridique? Alors juste pour faire le parallèle, je vais vous donner un conseil pour organiser votre année qui moi m'avait pas mal aidé. Et ça me servira pour ce que je vais vous dire juste après, mais peut-être que vous pourriez créer un document Word dans lequel vous allez noter au fil de l'année un résumé des notions les plus complexes pour vous à comprendre, un résumé des fautes que vous faites le plus régulièrement par automatisme et donc de ces mauvaises habitudes à changer, parce que comme ça, régulièrement, vous allez relire ce document que vous intitulerez fautes, erreurs à ne pas faire, erreurs à éviter, notions compliquées. Et à force de les lire, ça va rentrer. Et ces mauvaises habitudes, ces notions compliquées deviendront simples pour vous et faciles à corriger. D'accord? Je dis ça pourquoi? Parce que quand et comment réviser le grand oral à la culture juridique, c'est la même réponse que tout à l'heure, le plus tôt possible. En revanche, attention, réviser le grand oral, la culture juridique, ça ne veut pas forcément dire attraper un manuel et commencer à l'apprendre par cœur dès aujourd'hui. D'accord? Moi, vous le savez, excusez-moi, vous le savez, j'ai rédigé des fascicules de protection des libertés et des droits fondamentaux qui sont en accès pour les étudiants de la préparation privée Cap Barreau. Pour ceux que cette prépa intéresse, vous avez évidemment un code de réduction en description de cette vidéo. Et cette prépa, elle est possible à suivre soit en annuel, soit en estival. Et ce que j'ai conseillé, soit pas en estival, mais en période de révision du grand oral, donc à partir de septembre. Ce que j'ai conseillé à mes étudiants que j'ai vu la semaine dernière, donc on était début janvier, je leur ai dit, n'apprenez pas mes fascicules par cœur dès maintenant, peut-être même que les ouvrir dès aujourd'hui, ça n'est pas nécessaire, en tout cas, de prendre mes fascicules, de les feuilleter page par page. Je préfère que vous travaillez de la manière suivante, qui vous permettra de travailler à la fois les libertés fondamentales et la culture juridique. Prenez l'habitude de consulter l'actualité. Prenez l'habitude d'être curieux. Je m'explique. Et de lire. Et de regarder des documentaires. De vous intéresser au droit. Pourquoi? Parce que vous allez écouter un podcast, lire un article de presse, lire un livre, dans lequel il y a une référence à une notion juridique. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de grèves générales. Eh bien, vous vous dites, finalement, ce droit de grève, j'en entends souvent parler, mais qu'est-ce que c'est? D'accord? Et là, vous prenez un premier cahier que vous allez acheter ou un fichier Word. Ce sera votre cahier de culture juridique. Et dedans, vous tapez page 1, droit de grève, définition. C'est donc protégé par l'article 46, consacré par l'article n'importe quoi, par le préambule de la Constitution de 1946, qui entre dans le bloc de constitutionnalité de notre système juridique actuel. Question numéro 2, c'est à quoi est-ce que ça peut se heurter, ce droit de grève? À d'autres principes, je pense notamment dans le service public, au principe de continuité du service public. Vous le notez. Qu'est-ce que c'est le service minimum? Et toutes ces questions annexes qui vont venir au fil de vos lectures, au fil de vos écoutes de podcasts et de documentaires, vous en cherchez les réponses avec votre curiosité. Et à force, vous allez bâtir votre propre cahier de culture juridique qui va devenir votre manuel dans lequel il y aura beaucoup de connaissances. Et en fait, vous aurez révisé de manière ludique et régulière le grand oral sans même ouvrir vos fascicules. Vous pourrez bien sûr ouvrir les fascicules au fil de l'année pour parfaire un petit peu vos fiches de culture juridique. Mais vous n'êtes pas obligé de les ouvrir dans l'ordre chronologique des pages. Vous allez chercher l'information qui va répondre à votre question de curiosité dans les fascicules et sur Internet et vous complétez avec votre fiche de culture. D'accord? Deuxième cahier que vous pouvez acheter pour préparer le grand oral dès maintenant et notamment pour préparer la partie entretien qui implique une réponse spontanée, qui implique parfois même une argumentation. C'est de travailler cette oralité et cette argumentation en prenant la parole le plus souvent possible pendant l'année. D'accord? Vous pouvez acheter un deuxième cahier qui sera votre cahier d'argumentation, d'oral et ou encore une fois un document Word
Vous tracez une ligne au milieu, ça vous fait 2 colonnes, une colonne pour, une colonne contre, et vous allez travailler votre argumentation et votre contre-argumentation sur plein de sujets. La peine de mort, l'IVG, l'euthanasie, la GPA, etc. D'accord? Et à force de travailler ça, vous allez vous interroger et travailler toute l'année sur des thèmes d'actualité qui seront très certainement des thèmes qui vont tomber au grand oral et sur lesquels vous serez prêt parce que vous aurez travaillé de manière régulière et de manière ludique et à l'oral. Et donc le jour J, l'exposé ou l'entretien sera pour vous une formalité parce que la prise de parole en public sur des notions compliquées qui impliquent l'énumération de plusieurs arguments et peut-être même de réfutation, eh bien ce travail-là, vous l'aurez déjà fait, déjà anticipé. Donc, même réponse que tout à l'heure, travaillez dès que possible, même sur des quantités très légères, 10 minutes par jour pour votre argumentation contre-argumentation, après avoir lu la presse pendant 10-15 minutes par jour. Et puis, si vous ne voulez pas refaire ça, eh bien, le week-end, vous trouvez 1 heure et puis vous essayez de trouver à droite, à gauche des sources, des éléments qui vont compléter vos fiches de culture juridique dès le début d'année, au plus vite. Et puis, si vous vous y mettez tard, ce n'est pas tellement grave, vous rattraperez le travail. Mais en tout cas, amusez-vous en révisant, sinon vous n'allez pas tenir la distance. 4e question, je vais la traiter assez rapidement, mais faut-il aller au cours de l'IEJ? C'est plus le faut-il qui me dérange parce que je ne pense pas que ce soit une obligation et je pense notamment à ceux qui stressent parce que leur emploi du temps, ils sont en master à côté ou alors ils travaillent à côté, ne leur permet pas de se rendre au cours de l'IEJ. Vous aurez toujours quelqu'un qui pourra vous envoyer les cours, quelqu'un de bienveillant, et si vous n'y allez pas, ce ne sera jamais trop, entre guillemets, sanctionné, sauf à ce que vraiment vous n'ayez pas connaissance, même si ce n'est pas normal cet élément, mais des modalités pratiques de votre IEJ, peut-être des singularités de votre IEJ, même si l'examen est national, il y a encore des pratiques très locales, mais interrogez vos camarades, interrogez les professeurs si vous avez une raison d'être excusé de votre absence en cours, mais véritablement, je ne pense pas que ce soit une obligation d'y être. En tout cas, si vous n'y êtes pas, ce n'est pas grave parce que vous avez un motif légitime. Si vous pouvez y aller, allez-y. C'est toujours un plus parce que vous allez avoir la possibilité d'interagir avec des professeurs qui sont ceux qui vont potentiellement vous corriger derrière, ceux qui connaissent les usages particuliers de votre IEJ, des gens de toute façon qui savent les attentes de l'examen. Et tous les conseils sont toujours bons à prendre. Les enseignants dans vos IEJ, comme les enseignants dans vos prépas, ce sont des personnes qui ont envie de vous aider et qui vont donc tout faire pour vous aider et apporter des réponses à vos questions. On est tous payés pour ça. Moi, en tant que professeur dans une prépa, les enseignants dans les IEJ sont payés pour vous aider et ils n'ont rien à gagner à vous vendre de la peur. Au contraire, eux sont là pour vous rassurer et apporter des réponses à vos questions et à vos questions de manière personnalisée. Et ça, c'est pas rien. Dernière question que je veux voir avec vous. Quelle prépa faut-il choisir et peut-on réussir sans prépa? J'ai fait déjà une vidéo à ce sujet que je vous engage à voir et donc je vais être assez synthétique là tout de suite. Est-ce qu'on peut réussir sans prépa? À l'évidence, oui. Beaucoup d'étudiants réussissent sans prépa. D'accord? La question, c'est donc de savoir est-ce qu'une prépa, c'est nécessaire ou pas? Ce n'est pas nécessaire dès lors qu'on peut réussir sans prépa. D'accord? Mais en fait, la nécessité ou non de prendre une prépa va dépendre de est-ce que oui ou non vous avez pu aller au cours de l'IEJ pendant l'année? Est-ce que ces cours vous suffisent? Est-ce que vous ressentez le besoin d'avoir un accompagnement personnalisé à côté, d'avoir un cours qui est véritablement matérialisé et propre au CRFPA, d'avoir peut-être un tutorat? Quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez besoin pendant l'été d'avoir chaque semaine des entraînements? Moi, à mon époque, c'est ça qui m'avait convaincu de prendre une prépa. Ce n'était pas les cours, ce n'était pas tellement les tuteurs, etc. C'était véritablement l'idée d'avoir une note chaque semaine pour pouvoir mesurer ma progression et être certain que plus j'avançais vers l'examen, plus je progressais. C'est ce qui m'a justifié à l'époque de prendre une prépa. Pour moi, ça s'est avéré être nécessaire parce que j'avais besoin d'avoir une évaluation régulière. Si vous n'avez pas ce besoin, alors ça n'est pas nécessaire pour vous. Si vous n'avez pas besoin de cours, pas besoin de correction personnalisée, pas besoin, en tout cas régulière, aussi régulière qu'en prépa, et pas besoin de tout ce qu'une prépa peut vous apporter, ne prenez pas de prépa. Si vous en avez besoin, prenez une prépa et si vous considérez donc que ce qui vous est apporté par l'IEJ ne vous suffit pas à vous parce que vous avez une demande plus importante, eh bien il faudra dans ce cas-là effectivement, idéalement, prendre une prépa. Comment la choisir? Là aussi c'est un choix très subjectif. Moi, ce n'est pas parce que j'enseigne chez Cap Barreau que je vous dis de foncer chez Cap Barreau parce que chaque
prépa, chaque équipe pédagogique a choisi une ligne d'enseignement, une méthode pédagogique, d'accord? Et il faut donc que vous partiez du principe qu'on est tous très différents, qu'on ne travaille pas tous de la même manière, d'accord? Moi, par exemple, ma méthode de travail et celle que j'essaye d'injecter dans mes fascicules, dans mes cours, dans mes simulations, c'est vraiment de partir du principe que je dois être clair, je dois être concis, je dois être le plus proche possible de l'épreuve. Vous n'aurez donc pas d'épreuve avec moi ou dans la prépa Cap Barreau qui ne serait pas précisément calibrée pour faire 3 heures pour les écrits, 2 heures pour la procédure, un quart d'heure pour l'exposé, enfin bref, le temps en tout cas qui est imparti par les textes à chaque fois. Et on cherchera à faire en sorte je chercherai aussi moi de mon côté de faire en sorte que même dans les fascicules de liberté, il n'y ait ni trop ni pas assez, suffisamment pour que vous puissiez réussir cet examen, mais pas trop pour que vous ayez l'impression, pour ceux qui vont s'y prendre le plus tard dans l'année, que la charge de travail est insurmontable. Et bien sûr, on sera présent avec vous lors des différentes conférences, etc., pour vous accompagner toujours au mieux et répondre à vos questions. Comme dans les UJ, les gens seront prêts à répondre à vos questions s'il y a une formation en oral qui est prévue. Et comme dans d'autres prépas, ce sera aussi le cas. Donc, analysez la méthode de travail de chacune des prépas et vous faites comme je vous le conseille dans une autre vidéo que vous avez quelque part, là, soit sur l'écran, soit en description. Vous prenez un cahier, vous dites quels sont mes besoins. Est-ce que j'ai besoin d'un tuteur? Oui, non. Est-ce que j'ai besoin de séminaires de cours? Oui, non. Est-ce que je veux être dans un groupe de manière indifférenciée ou dans une petite classe avec un esprit de groupe et une capacité à interagir directement et en direct avec les professeurs ou non? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'examens blancs ou est-ce que 7-8 examens blancs, ça me suffit? Et vous cochez toutes vos cases et à la fin, vous comparez l'offre. Ne commencez pas par consulter l'offre avant de déterminer votre besoin, sinon vous allez être victime d'une logique marketing. Déterminez vos besoins et allez chercher la prépa, si vous en avez besoin, qui répond à la perfection à vos besoins. J'espère que cette vidéo a été claire pour vous et qu'elle a répondu à toutes vos questions. Bien sûr, et comme vous le savez, j'y répondrai à toutes vos questions en commentaire ou idéalement sur les réseaux sociaux si vous m'écrivez des messages. Donc, encore une fois, abonnez-vous, écrivez-moi sur les réseaux, c'est là que je consulte le plus mes messages. Et écoutez, en fonction de la question, je vous répondrai par écrit ou on s'appellera avec plaisir. J'espère que cette année est le signe de la réussite pour vous à l'examen d'entrée à l'école des avocats. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'endurance, beaucoup de plaisir dans ce travail qui doit rester ludique pour être efficace. Et surtout, n'oubliez pas de vous reposer. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.